Et nous recevons ce soir Juan Manuel Gómez Robledo. Bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes l'ambassadeur de la République du Mexique en France. On va commencer cette entrevue, si vous voulez bien, par l'ouverture de ce journal, 64 minutes, Le Monde en français. Plus de 120 candidats aux élections de dimanche, élections générales, ont été assassinés depuis le début de la campagne électorale qui prend fin ce soir. Dernière en date, on l'a vu, c'était un candidat local, un candidat de la communauté indigène. Comment expliquez-vous ce déferlement de violence et qu'est-ce que cela nous dit sur la société mexicaine? À titre de comparaison, pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, on rappelle qu'en 2012, précédentes élections générales, il y avait eu un assassinat, plus de 120 aujourd'hui. C'est un nouveau défi pour la démocratie mexicaine, c'est incontestable. Et cela est, dans une très large mesure, le résultat de la lutte entre les cartels de la drogue et du crime organisé au sens plus large. Et dans la mesure où l'État fait face à des cartels extrêmement puissants et arrête et parfois extrade les grands chefs, s'ensuit un morcellement, une lutte de clans pour la succession au sein à la tête de ces cartels. Et ces luttes expliquent dans une large mesure la violence actuelle. Ces élections, il faut le rappeler, sont les élections les plus grandes dans l'histoire du pays, dans la mesure où nous avons 3400 postes à pourvoir. Président de la République, Congrès fédéral, les deux chambres, 9 gouverneurs, et énormément de maires et d'élus locaux. Et ce sont eux qui sont visés d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils gênent justement le trafic de drogue, ces élus locaux? Et surtout dans les États du pays qui ont encore des structures institutionnelles plus faibles et qui sont plus sujets à la violence des cartels de la drogue. Des États aussi où il y a parfois la plus grande pauvreté. Et justement, il y a un homme qui émerge et qui est favori dans les sondages mexicains de la présidentielle. Il s'agit d'Andrés Manuel López Obrador, l'ancien maire de Mexico. Il incarne un espoir pour les plus fragiles, pour les plus pauvres. Après, on le rappelle, des dizaines d'années d'hégémonie du Parti révolutionnaire institutionnel. Selon vous, à quoi est dû son succès, en tous les cas dans les sondages aujourd'hui? Il s'agit d'un candidat qui est en campagne depuis déjà 12 ans, qui a parcouru le pays en long et en large, qui a créé un nouveau parti, qui a été maire de Mexico, comme vous l'avez rappelé. Il fait partie du paysage politique et il est porteur d'une proposition qui pourrait mener le Mexique à une nouvelle alternance. Ce ne serait pas la première. Nous avons déjà vécu 2 alternances. Mais il faut attendre. Il faut attendre les résultats. Il cible notamment la corruption. Pour vous, ça joue ça? Les Mexicains en ont marre de la corruption? Mais le sujet de la corruption est commun aux 4 candidats. Les 4 candidats en ont fait une priorité. C'est un problème, effectivement, c'est un problème. Et les 4 candidats l'ont mis en tête de leur programme. Alors on verra dimanche soir, bien entendu. Mais comment expliquez-vous, monsieur l'ambassadeur, qu'au moment où les gauches latino-américaines s'effondrent un peu partout, on l'a encore vu récemment au Chili notamment, pour ne citer qu'un pays, comment expliquez-vous que la gauche mexicaine se requinque soudainement? Je crois que les clivages gauche-droite sont assez dépassé de nos jours. Il est très difficile de parler d'une gauche mexicaine dans les mêmes termes qu'on aurait utilisés il y a une vingtaine d'années. Tous les candidats actuels, les 4 candidats, excepté un qui est indépendant, viennent en coalition, sont soutenus par 2, 3, 4 partis. C'est un peu, oui, il faut dire c'est gauche, mais là, pas au sens classique du terme. Dans le sens vraiment très classique, oui. Alors, on imagine que la bataille commerciale enclenchée par le président des États-Unis, Donald Trump, pays frontalier du Mexique, a été un des sujets de cette campagne électorale, en tout cas s'agissant des questions internationales. Oui, surtout vers la fin de la campagne. Et que disent les candidats? Ils sont d'accord pour défendre l'économie mexicaine? Tout d'abord, les candidats sont tous d'accord sur l'idée qu'un nouveau traité de libre-échange avec les États-Unis et le Canada peut voir le jour dans la mesure où les 3 pays auront à gagner, qu'il faut effectivement moderniser cet accord à condition que les 3 y gagnent. C'est l'ALENA, ce qu'on appelle l'ALENA. Pour l'instant, les négociations sont toujours en cours. Il n'est pas exclu qu'on arrive au bout de nos peines dans les mois qui viennent. Ce qui est important à relever, c'est que l'accord existe, continue de s'appliquer. Le Mexique a eu encore une année extrêmement positive en matière d'exportation.
Certains sujets sont encore très difficiles à traiter, mais nous avons pu clore à l'heure actuelle déjà une bonne dizaine de chapitres, d'un total de 29 chapitres. Alors il y a des conséquences concrètes de cette politique menée par l'administration Trump, avec ces taxes instaurées, ces surtaxes instaurées sur les importations. Prenons Harley-Davidson, fabricant de motos, ils ont décidé de quitter le continent américain ces derniers jours pour aller en Europe. Ça se retourne, semble-t-il, contre Donald Trump. Vous, au Mexique, quelle est votre marge de manœuvre? Est-ce que vous avez des produits qui peuvent pénaliser l'administration américaine? C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait immédiatement après les tarifs sur l'acier et l'aluminium, qui d'ailleurs pour le Mexique ne représentent qu'1,7% de nos exportations. Et dans ce contexte, c'est le Mexique qui est déficitaire. Même pas, ce n'est pas le cas de figure qui en général inquiète l'administration américaine, mais enfin, ils ont pris leurs décisions. Nous avons répondu par des produits dans la même ordre de grandeur, de façon proportionnelle, des produits qui touchent effectivement les secteurs les plus proches de l'actuelle administration. Si Donald Trump met sa menace à exécution, quelles conséquences pour le Mexique? Il veut, par exemple, relocaliser les usines américaines basées au Mexique vers le sol américain. Et moi, je vous rappellerai que General Motors vient d'annoncer que la nouvelle 4x4 va être produite au Mexique. Donc, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que l'imbrication entre les deux économies, entre les trois économies, est telle qu'on ne défait pas cela du jour au lendemain. C'est pas comme avec l'Union européenne. C'est très différent. Ouais, c'est très différent. 6 millions d'emplois aux États-Unis dépendent directement de cet accord. 6 millions d'emplois aux États-Unis dépendent de l'accord donc de libre-échange, l'ALENA entre le Mexique, le Canada, les États-Unis. Autre sujet d'actualité, il s'agit bien entendu de ces images qui ont fait le tour du monde. D'abord peut-être un sentiment personnel, ces enfants séparés de leurs parents qui venaient d'entrer sur le sol américain, qui ne sont pas d'ailleurs, précisons-le, forcément mexicains, qui viennent d'Amérique latine, notamment du Salvador. Peu importe, ce sont des êtres humains. Et ça vous a choqué? C'est d'une cruauté extrême. Nous sommes extrêmement choqués et nous sommes contents que finalement correction ait été faite. Sur la politique migratoire, que préconisez-vous, selon vous? Que peut faire le Mexique? On voit qu'on parlait tout à l'heure des pays du Maghreb, avec parfois aussi une certaine hypocrisie des pays de départ qui n'apportent pas d'avenir à leur jeunesse et qui ensuite, effectivement, se retrouvent en porte-à-faux. Oui, effectivement. Mais on n'arrête pas les mouvements migratoires. On peut les gérer. On peut arriver à avoir des stratégies intelligentes de développement, de co-développement dans les pays d'origine. C'est de cela qu'il s'agit. Mais on n'arrête pas les mouvements migratoires. On ne les a jamais arrêtés. Il faut savoir les gérer avec intelligence et surtout avec respect de l'être humain, de ses droits et de la dignité de l'être humain. Alors le Canada, on l'évoquait avec l'ALENA, quelle coopération avec le Canada pour le Mexique aujourd'hui Nous avons une alliance parfaite, nous travaillons ensemble, nous avons fait savoir dès le départ que nous voulions qu'il s'agisse d'une négociation à 3 et pas de 2 négociations séparées. Nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts en jeu, mais nous avons la même approche. Mais sur la question migratoire, est-ce que par exemple il est question de co-développement aussi avec le Canada? On sait qu'il y a aussi des... Entre le Canada et le Mexique, les flux migratoires sont beaucoup plus faibles. Par exemple, avec le Canada, ce que nous avons, c'est un programme de travailleurs agricoles qui vont au Canada pour les récoltes et reviennent. Ça fait de très nombreuses années que ça marche et ça marche très bien. Alors c'est l'ironie du sort, ou plutôt l'ironie du sport. Le mondial 2026 de football, j'ai bien dit 2026, a été attribué justement à ces 3 pays de l'ALENA, les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est une très bonne nouvelle. J'allais demander qu'est-ce que ça peut apporter au Mexique. En quoi c'est une bonne nouvelle? Ça véhicule l'idée qu'il y a une véritable région d'Amérique du Nord qui peut se positionner comme une région très compétitive, de prospérité, d'échange à tout point de vue. Donc c'est une très bonne nouvelle. Le Mexique a déjà organisé la Coupe du Monde, c'était en 1986. À 2 reprises, en 70 et en 86. Notamment avec des matchs mémorables à Guadalajara. De quelles villes vont accueillir des matchs cette fois-ci, vous le savez? Je ne sais pas. Mexico, en tout cas, c'est sur la capitale. Mexico, mais je pense également Guadalajara et d'autres. Les grands bastions, on imagine. Alors puisqu'on parle du football, le Mexique, les Mexicains, j'allais vous dire équipe très solide. Bon là, ils ont perdu 3-0. J'ai vu sur le compte Twitter de l'ambassade du Mexique, avant le match, que vous aviez annoncé la rencontre. Comment suivez-vous cette Coupe du Monde et notamment les prestations du Mexique? Avec beaucoup d'enthousiasme. Il faut dire que je pense que nous avons quelque chose qui nous distingue. Les supporters mexicains sont uniques. Le soutien que reçoit l'équipe mexicaine du public est extraordinaire
Et à tel point que quand nous avons battu l'Allemagne, nous avons créé un mini tremblement de terre à Mexico. Il y a eu un petit séisme. Un véritable séisme, parce que nous avons tellement dansé autour sur la place centrale qu'un mini séisme s'est fait. Donc ça fait partie d'un engouement national. Ouais. À peu près 35 000 Mexicains se trouvent en Russie à l'heure actuelle. C'est vous dire à quel point nous sommes férus de football. Au-delà des droits mirobolants de la Coupe du Monde et des enjeux parfois avec tous ces accents identitaires, est-ce que le sport peut être un vecteur, selon vous, au Mexique, justement, d'ascension sociale? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et je pense que le sport joue de plus en plus un rôle en ce sens. C'est un fait. D'ailleurs, on sait que votre pays est touché aussi d'un point de vue sanitaire par ce qu'on appelle le surpoids et l'obésité. Bien sûr. Est-ce que le Mexique encourage en ce moment des politiques de prévention? Les grands footballeurs font beaucoup pour diffuser des messages aux jeunes en matière de nutrition et de sport. Merci beaucoup, Juan Manuel Gómez Robledo, ambassadeur de la République fédérale du Mexique. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.